soit avec grand plaisir, parce que ça me permet de revoir des têtes un peu familières de Lyon. Des gens avec qui on a partagé des bureaux pendant un temps, quand j'étais encore jeune thésard, et quelqu'un ici qui était jeune maître de conférence, donc Nicolas. Et donc aujourd'hui, j'essaie de vous convaincre d'une chose, c'est que le paysage polaire, il y a 55 millions d'années, avait peut-être cette allure-là. C'est un petit peu populiste comme titre, hein, je l'avoue. C'est un peu fait exprès pour essayer d'avoir un peu de monde, puis que ça soit un peu vulgarisé, comme on pourrait dire. Et j'ai décidé de vous faire une introduction qui va être très peu originale, je m'en excuse d'avance, puisque je commence à, on va dire, une présentation à but un peu paléoclimatique avec du climat actuel. Donc une figure qui est extraite du rapport du GIEC de 2014, qui est assez classique, je pense que vous devez tous connaître plus ou moins ce type de figure. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que ici, quand on augmente les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, en tout cas les émissions de CO2 anthropogéniques dans l'atmosphère, on va avoir ici une réponse du climat en changement de température moyenne de plusieurs degrés, et cela en fonction des différents scénarios. Donc vous avez des scénarios avec différentes courbes ici, qui sont des scénarios en fonction de l'évolution, on va dire, politique ou sociétale. Qui vont nous emmener vers un réchauffement possiblement inférieur à 1,5 degré, c'est l'accord de Paris. Mais potentiellement, si on ne fait pas grand-chose pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on pourrait prendre cette pente dangereuse et arriver à un réchauffement de 4 à 5 degrés. Alors il y a ici des chiffres qui peuvent être intéressants à retenir pour la suite. Ce sont des concentrations ici en ppm dans l'atmosphère de CO2 que l'on devrait atteindre si on prenait à chaque fois des scénarios différents. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une enveloppe. Cette enveloppe, c'est l'incertitude quant à la pente. Et cette pente, c'est ce qu'on appelle la sensibilité du climat. Donc ça a un sens un peu particulier. C'est en fait la réponse de changement de température moyen, global, en fonction d'un doublement des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. C'est ça la sensibilité climatique pour les spécialistes, c'est ça que ça veut dire. Alors, du coup, cette sensibilité climatique, on voit qu'elle a une incertitude, et cette incertitude, elle se manifeste ici par des fortes hétérogénéités régionales de la réponse de la température. Déjà actuellement, on s'aperçoit en fait que la principale région qui est responsable du réchauffement global, en gros celle qui subit le plus de réchauffement, c'est la région plutôt polaire de l'hémisphère nord. Et ici, dans deux scénarios différents, on peut voir que les latitudes polaires se réchauffent soit de 4, soit voire de plus de 10 degrés. Donc c'est considérable. Et on imagine forcément qu'il va y avoir des conséquences, par exemple sur les calottes glaciaires, sur la calotte groenlandaise, sur les émissions de méthane liées au pergélisol, au permafrost en anglais, et sur les précipitations moyennes également. On voit que sur le scénario le moins optimiste, ou le plus pessimiste, ici on a des augmentations des précipitations moyennes annuelles qui sont considérables. Ce qui signifie que la flore, mais également les échanges gazeux sont très fortement affectés. Donc tout ça, c'est un sujet de préoccupation majeur. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec les mangroves arctiques. On va voir que ce rapport est légèrement tenu, mais c'est un peu volontaire. Hein. C'est que pour essayer de se vendre en paléoclimatologie, on est un petit peu obligé de faire appel à ça, et en fait, c'est pas forcément si bête que ça. Alors, l'essentiel des études précédentes et l'essentiel, on va dire, des financements sont trustés par les gens qui travaillent sur le quaternaire. Et à juste titre, c'est que le quaternaire, c'est l'intervalle pour lequel on a des archives climatiques qui sont idéales, elles sont presque parfaites, de très bonne qualité, et on peut donc avoir des reconstitutions qui sont d'une finesse incroyable, parce que les archives historiques sont bien trop courtes. Mais malheureusement, cette période glaciaire était caractérisée par des concentrations, comme illustre cette magnifique image, de CO2 dans l'atmosphère, qui ne dépassent que très rarement, voire pas, 280 ppm, alors qu'on sait qu'on est déjà actuellement à 400 ppm. Donc on peut se dire que finalement ça n'apporte que des réponses partielles à ce que pourrait être le climat à 500, voire 1000 ppm de CO2 dans les cas les plus extrêmes de scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et on voit que ici, dans ces gammes de concentration, entre 500 et 1000, voire plus de 1000 ppm de CO2, on est obligé de se situer dans un monde qui est beaucoup plus vieux. Et c'est un petit peu mon argument de vente, c'est de dire, pour aller comprendre un peu ce qui peut se passer, ou en tout cas décoder le système climatique, il faut aller se plonger dans des périodes plus anciennes où les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, ce que vous avez ici, étaient très importantes, et notamment au Mésozoïque ou encore au début du Paléogène, ici. Vous avez des concentrations qui, parfois, ont pu dépasser probablement les 1000, voire 2000 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on connaît du climat de cette période? On peut essayer de décoder en très grand ce qui s'est passé en faisant ici l'analyse du delta 18. Donc, je ne vais
pas vous faire l'affront de réexpliquer tout ce que c'est que le delta Z, on peut tous voir ça une fois dans notre vie. L'idée, c'est que c'est un proxy qui est inversement proportionnel à la température. Et ici, on regarde une courbe composite avec des organismes qui sont principalement des foraminifères benthiques. Et ici, des organismes qui sont probablement nectobenthiques, c'est-à-dire qui vivent plutôt vers le fond, que sont les bélénites. L'idée de regarder ce genre de courbe, c'est qu'en fait, on va regarder les températures les plus froides, celles du fond de l'océan, à la surface de la Terre, et ça va nous donner en gros une idée du climat polaire. Parce que, actuellement, en tout cas, les régions polaires sont les sources des eaux profondes, ce qui fait que quand on enregistre les températures du fond, on enregistre les températures polaires. On va voir si c'est vrai ou si c'est faux. Et ce qu'on aperçoit quand on regarde cette courbe composite, c'est qu'il existe des épisodes pendant lesquels les températures étaient probablement assez élevées au pôle, ou en tout cas les eaux profondes sur Terre avaient une température assez élevée. On peut voir notamment qu'il y a un optimum climatique qui est ici au milieu de l'Éocène, enfin pardon, au début de l'Éocène, où on pense que les températures dépassaient les 15 degrés au pôle, on va voir si on peut vérifier ça ou pas. Et puis ici au Jurassique et au Crétacé, des périodes où on aurait pu même avoir des températures polaires de 20 degrés. Alors c'est un petit peu étonnant d'imaginer une nuit polaire à 20 degrés. Et donc la question est, puisqu'on saisit assez bien l'image des températures polaires dans les périodes récentes, est-ce qu'effectivement on peut imaginer des paysages tropicaux ou subtropicaux pendant des périodes chaudes anciennes? Donc c'est ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Et puis deuxième problématique, c'est le forçage par le cycle du carbone. Est-ce qu'on peut essayer de le mettre en évidence dans le passé? Oui, ça a été déjà proposé en fait pour au moins 2 événements. On verra peut-être à la fin de cet exposé que finalement il y a beaucoup plus d'événements que ça qui pourraient être forcés par le CO2. Et ça, on le sait grâce aux isotopes du carbone. Donc ici, vous avez des courbes des isotopes du carbone pour 2 périodes. On voit que lors d'une phase de réchauffement, enfin 2 phases de réchauffement climatique, on a une excursion isotopique, c'est dans mon titre. C'est-à-dire qu'on part et on revient, c'est ce qu'on fait quand on fait une excursion, vers des valeurs qui sont plus faibles. Et quand on voit ici ces valeurs plus faibles, ça laisse penser qu'il y a un forçage avec une source de carbone isotopiquement léger, qui reste mystérieuse, on va en discuter, de ces réchauffements climatiques qui se produisent au même moment. Donc ça veut dire que, effectivement, pour ces 2 intervalles-là, où on a des réchauffements qui sont très abrupts, un forçage par des additions massives de carbone dans l'atmosphère qui font vraiment penser à ce qu'on observe actuellement, puisqu'on peut regarder exactement la même chose dans les environnements actuels. On voit que dans des archives ici qui sont soit des carbonates, soit des mesures des eaux interstitielles, qu'on a également depuis 200 ans environ une diminution des valeurs des isotopes qui sont contenus dans ces matériaux, liées en fait à l'émission de CO2 qui est issue de la combustion de carbone isotopiquement léger, c'est-à-dire principalement d'algues et de plantes. Donc cet effet-là, on le mesure déjà actuellement. On est en train de produire, en tout cas dans les eaux de surface, une excursion isotopique qui est de presque 1 pour 1000. Alors celle qu'on a vue avant, c'était de presque 3 pour 1000. On pourra en discuter ensuite. Donc je vais me concentrer, vous l'aurez compris, sur 2 intervalles. Le premier intervalle que je vais pouvoir aborder ici, c'est l'Éocène inférieur, qui est une période un peu plus récente et donc un peu mieux contrainte pour plein de raisons. Les travaux que je vais montrer sont basés sur plusieurs thèses et des travaux de master qui sont soit en cours, soit terminés. Et puis, je vous parlerai dans un second temps du Jurassique inférieur, donc période un peu plus reculée, donc un peu plus mystérieuse, où ici, on a vraiment des températures qui paraissent très très élevées. Alors, dans le premier intervalle, les reconstitutions climatiques, ou en tout cas de paléo-artistes, placeraient les pôles à peu près dans un paysage comme ceci. C'est un peu étonnant. Et qu'est-ce qu'on sait exactement? En fait, on a assez peu de données, pour des raisons qui sont assez évidentes, pour les régions polaires, tout simplement parce que les régions polaires, c'est assez difficile d'accès. Déjà, avoir des affleurements dans nos régions, c'est probablement que c'est assez difficile de trouver la cible que l'on recherche. Bien ici, avant notre étude, il y avait simplement des sites, principalement dans le Canada arctique, à Ellesmere et Axel Heidelberg Island, qui sont 2 sites qui ont été assez bien étudiés, où on trouve des plantes fossiles, de nature subtropicale, on trouve des morceaux de tortues et des crocodiles, donc qui suggèrent, pour l'Éocène, des températures subtropicales. Et puis les estimations de température qui ont été produites ici, qui existent pour ces latitudes, donc vous avez les températures ici des océans et les températures moyennes de l'air, sont très élevées, puisque vous avez un point en bleu et puis quelques points qui sont en blanc ici, qui sont issus de différents proxys, qui avoisinent les 15 voire 20 degrés. Mais vous voyez qu'il y a finalement assez peu de données pour ces hautes latitudes, et ce qui a motivé notre étude, c'est d'aller essayer de contraindre un peu ça, puisque vous voyez que l'essentiel du pourtour arctique, finalement, est complètement dépourvu de données. Alors, le
travail que je vais vous montrer maintenant, il est issu d'un travail de collaboration qui s'appelle un GRI, donc ça, je ne sais pas si vous avez travaillé avec Total, c'est le truc de Total. C'est le groupement recherche industrie, ça veut dire qu'il y a un académique et un privé qui est Total qui collaborent ensemble. Et ça a été piloté par Loïc Labrousse, qui était à l'UPMC maître de conférence, donc qui est professeur là-bas. Et le but de ce GRI périarctique, c'était d'étudier deux régions, que sont ici les îles de Nouvelle-Sibérie, c'est par là, c'est le premier point que je vais évoquer, puis j'en parlerai un petit peu moins, ici le delta de Mackenzie, dans le Nord Canada, entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Alors si on s'intéresse ici aux îles de Nouvelle-Sibérie, c'est une mission qui a été réalisée en 2011, c'était une expédition CASE 13, ouais, c'est ça. C'est des missions polaires qui sont organisées, si vous vous intéressez aux régions polaires, par le BGR, alors c'est l'équivalent du BRGM pour aller vite en Allemagne, qui dépendent du ministère de l'économie, donc ils ont pas mal d'argent depuis au moins 30-40 ans pour étudier les régions polaires, et ça c'est avantageux parce que aller dans les régions polaires c'est très coûteux. Moi j'étais assez béotien de l'océan Arctique en y allant, et j'ai découvert que d'un point de vue qui n'est pas le mien, c'est d'un point de vue tectonique, c'est un grand mystère. On ne sait toujours pas comment s'est ouvert le bassin arctique, donc c'est un sujet très intéressant. Et le but de cette mission, c'était un peu d'essayer de contraindre cette histoire de l'ouverture de l'océan Arctique, en tout cas de sa composition générale et de sa géologie, en étudiant ces îles de Nouvelle-Sibérie qui sont à côté ici d'un bassin qui est le bassin de la mer de Laptev, qui est un bassin sédimentaire qui fait 10 km d'épaisseur, dont on ne connaît absolument pas l'âge. Donc on ne sait pas si la pile sédimentaire elle fait 500 millions d'années ou si elle fait 50 millions d'années. Ce qui change tout pour les réservoirs pétroliers avec la connexion avec le début de l'océan Arctique. Donc la mission totale, ici, elle est très lointaine, et le ressource allemande aussi, c'est essayer de contraindre en gros la géologie pour, dans un futur très lointain, éventuellement exploiter les ressources. Donc, ça permet de se dégager un peu de la culpabilité quand on y va en tant que géologue. C'est de se dire que surtout on décolle de la géologie. Donc là je vais vous parler de surtout une île qui est ici, qui est l'île Anjou, tout au nord. Et cette mission a été réalisée donc avec des assez gros moyens, puisqu'on a dû utiliser un bateau de recherche qui s'appelle le Mikhail Somov ici, qui est un bateau compatible avec de la glace. C'est pas vraiment un brise-glace, mais pas loin. Vous voyez qu'ici, il y a un petit éperon qui permet de casser la banquise, c'est ce qui est en train d'être fait ici. Et chaque jour, on avait le luxe d'aller sur le terrain en hélicoptère. Donc, c'est pas tous les jours qu'on fait ça, c'était assez excitant. Les contraintes de terrain sont diverses. Alors, les premiers géologues qui ont rencontré ces îles avaient décrit cette île d'Anjou comme constituée uniquement de restes de mammouth. C'était un peu fantaisiste. Mais en réalité, le père Gélisol rejette chaque jour des tonnes et des tonnes de défenses de mammouth. Et effectivement, on trouve beaucoup de défenses de mammouth qui génèrent un commerce pour les Russes qui est assez conséquent. Donc vous voyez que sur le terrain, effectivement, on trouve, là c'est notre chasseur-cueilleur protecteur. Donc c'était les Russes qui avaient engagé ici un monsieur qui était avec des jumelles pour tous les jours nous seconder sur le terrain pour éviter qu'on rencontre trop d'ours qui pouvaient éventuellement les repousser de façon diverse et variée. Donc pendant toute la mission, on a vu des traces un peu inquiétantes de ce genre-là. Jusqu'au beau jour, on en a quand même vu un d'ours. Alors juste pour la petite anecdote, cet ours a justement totalement arrêté l'échantillonnage que je vais vous présenter par la suite. Puisque évidemment, l'ours que nous avons vu ici s'est un peu précipité vers nous, a compris que les phoques avaient une drôle de tête cette année-là. Donc il allait nager, mais on a décidé que c'était quand même pas très safe d'aller échantillonner par là. Donc on a pris l'hélicoptère et on est reparti. Alors l'affleurement en question... qui ressemble à ça. Donc c'est un affleurement qui était donné par les Russes d'âge Éocène inférieur. Et en fait, on a fait un peu les baroudeurs avec mon collègue, puisqu'on s'est dit, on va échantillonner, on verra bien. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément l'intention d'aller là dès le début, on avait d'autres objectifs qui n'étaient pas forcément ceux-là, et puis qui n'ont pas marché d'ailleurs. Et en fait, on a vu ces bandes lignites ici. Alors c'est de la lignite dans le sens où c'est pas encore du charbon en termes de thermique, il n'a pas évolué suffisamment. Et la première surprise, c'est que tous les petits points jaunes, vous voyez, c'est de l'ambre. Donc là, on voit très clairement que c'est assez spectaculaire. On a visiblement de l'accumulation sur place de matière végétale, de bois, en gros, de forêt, dans lesquelles il y a de la résine. Et puis ici, vous avez des racines qui vous montrent que tout ça s'effectue probablement sur place. Donc déjà, il y a des forêts. Comparé à l'environnement désertique actuel arctique, c'est déjà un peu saisissant. Et puis ici, on a quelques chenaux qui se voient assez mal, un petit peu plus clair ici, dont on discutera l'origine juste après. Et tout ça nous a motivés à échantillonner, puis regarder un peu en détail ce qui se passe. Donc de retour au laboratoire, la première bonne surprise, c'est que nos collègues palynologues ont trouvé dans cet intervalle-là, ici, des kystes de dinoflagellés. Ce sont des algues, pour aller vite,
et celles-ci appartiennent au genre Apectodinium. Ce genre est réputé comme se répartissant globalement au moment du PETM, donc le Paléocène Eocene Thermal Maximum, donc le premier maximum thermique qui va nous intéresser aujourd'hui. Et c'est l'événement de réchauffement en gros le plus étudié hors quaternaire actuellement. Donc on est très content d'avoir trouvé cet événement. Deuxième argument, il est isotopique. On a fait des mesures des isotopes, des compositions en isotopes du carbone de la matière organique. Et on s'est aperçu qu'il y avait deux excursions marquées, dont la première coïncide avec cette acmé d'Apectodinium, qui nous montre qu'on est en train d'enregistrer ce PETM à coup sûr. Donc là, on a une chronologie qui n'est pas mauvaise, grâce à ce calage ici isotopique et, on va dire, palynologique. La deuxième grosse surprise, c'est les collègues Jean-Pierre Suc et Speranta Popescu qui ont étudié les grains de pollen qu'il y avait sur cette coupe. La première surprise, c'est qu'ils étaient, de manière très spectaculaire, bien préservés. C'est-à-dire que la préservation, ici, elle est similaire à ce qu'on aurait sur des grains de pollen actuels. Donc, ça, c'est la première surprise. La deuxième, c'est que c'est très diversifié, et surtout avec des assemblages qui appartiennent alors, à des genres qui ne vont peut-être pas vous parler, Bombax, Citrus, les Aracacées, Taxodiacées, Acer, Alus, Dinokis, puis tout ça, donc les espèces qui sont en vert, en orange, etc., ça correspond à la plus grosse partie, avec ces espèces qui sont mésothermes ou méga-mésothermes, on va dire qui sont plutôt chaudes, qui sont très abondantes dans les bandes limites. Alors je ne sais pas si ça vous parle, ces espèces, j'imagine que moyennement. Donc, je vous ai mis une petite image pour essayer de vous montrer un peu à quoi ça correspond. Taxodium, c'est les cyprès chauves qu'on peut rencontrer notamment en Floride ou dans le sud-est américain. Les aracacées, ce sont des palmiers. Bombax, c'est une plante tropicale également qu'on rencontre pas très loin des palmiers. Citrus, ce sont les agrumes. Les dinokistes, ici, ce sont des algues qui sont exclusivement marines ou qui sont d'eau saumâtre, qui nous suggèrent qu'on a une influence de chenaux marins, donc on est dans un delta probablement influencé par la mer. Bref, que des espèces qui sont quand même globalement assez exotiques pour des latitudes arctiques. Ce qui permet de reconstituer ce paysage-là a priori. Ouais. Votre population, la proportion de l'espace, quelle Oui. zone de la statistique ça représente? Là, 1000 observations Ça représente une centaine d'observations par niveau, okay. À peu près. Après, on peut multiplier les observations, mais ça prend beaucoup plus de temps. Oui, bon, c'est mes collègues qui vous diraient ça mieux que moi, mais effectivement, c'est une centaine de grains de pollen identifiés par échantillon. Soit 10% de la... Oui. Donc il y en a parfois des espèces qui sont effectivement en pourcentage assez réduit. Donc on peut proposer ça, mais la première idée qui vient à l'esprit, c'est de se dire que peut-être il y a un souci de transport, et on pourrait s'imaginer que tous ces grains de pollen ont été transportés au final par les rivières depuis les plus basses latitudes, ce qui paraîtrait un peu plus parcimonieux si on n'a pas envie de réchauffer les hautes latitudes de manière trop spectaculaire. Et ça, ce scénario-là, on peut l'exclure avec plusieurs arguments. Alors le premier argument, c'est que ici, les palynomorphes marins, c'est-à-dire les organismes, les algues marines principalement, covarient presque exactement avec les pourcentages de pyrite, et cette pyrite se forme, on va dire, pour aller encore une fois assez vite, principalement en contact avec beaucoup de sulfate de l'eau de mer. Donc on a une influence marine qui corrèle bien avec nos assemblages marins, ce qui signifie que ces assemblages marins sont in situ. Deuxième chose, on a des espèces halophytes qui sont donc plutôt favorisées par la présence d'eau salée, qui correspond à notre reconstitution environnementale. Et autre argument là qui est un peu plus puissant, c'est qu'à chaque fois qu'on va trouver des grains qui correspondent à des taxons plutôt très chauds, ça correspond à des bandes limites qui sont très riches en matière organique, donc c'est le carbone organique ici, parfois jusqu'à 60 à 70% de notre roche est composée de ce carbone organique, et qui elle-même est composée de matière organique amorphe, c'est-à-dire de matière organique dégradée en conditions anoxiques dans des marécages. Donc en gros, on a une succession qui vous indique des marécages dans lesquels les grains de pollen sont le plus probablement in situ. A l'inverse, les grains qui sont situés ici dans les sédiments qui sont de rivières contiennent surtout des espèces froides. En fait, si on a un biais de transport, il est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que les grains qui ont été transportés, ceux de conifères notamment, ont été transportés par les rivières lors des périodes de crue qui venaient probablement des montagnes juste à côté. Donc on a même l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un biais plutôt froid lié au fait qu'on a un transport des montagnes avoisinantes. Donc le biais chaud, on peut essayer de l'exclure, d'autant plus qu'on a des proportions d'ambre qui sont très importantes, et l'ambre se transporte de manière notoire très mal, c'est-à-dire qu'au bout de 100 mètres de la rivière, il ne va plus être présent. Et puis on a également des proportions ici de minéraux argileux de kaolinite. Donc la kaolinite, c'est normalement quelque chose qu'on trouve surtout en milieu équatorial à tropical actuellement. Et là, on en a des proportions jusqu'à 60% de la roche.
tout à fait comparable à ce qu'on va trouver également en milieu subtropical. Puis, la dernière surprise qui conforte le scénario, c'est ici la présence de Avicennia, qui est un genre de mangrove actuel, qu'on retrouve en faible proportion dans nos assemblages. Mais Avicennia actuellement a une production pollinique qui est très faible, c'est-à-dire que ces organismes-là ont une stratégie de reproduction qui est basée uniquement sur la pollinisation par les insectes. Donc ils n'ont pas besoin de faire comme les conifères, comme les platanes actuellement, nous balancer des kilotonnes de pollen dans la figure quand c'est le printemps. Ils ont besoin juste d'insectes qui vont polliniser de proche en proche les autres arbres. Et on va retrouver ces grains, donc ici c'est les grains actuels et les grains fossiles qui sont quasiment identiques. On ne peut pas aller jusqu'au degré d'identification spécifique, mais on est quasiment certain que c'est, enfin c'est 100% sûr, que c'est également de la mangrove, donc arctique. Donc le fait qu'elle se transporte assez peu est un bon argument pour dire qu'elle est in situ. C'est-à-dire qu'actuellement, dès qu'on se déplace de 1 ou 2 km de la source de ces Avicennia, on ne trouve plus de grains de pollen d'Avicennia. Deuxième argument qui est intéressant ici, c'est que actuellement Avicennia se rencontre surtout dans les régions intertropicales. On va en rencontrer dans les régions les plus froides, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, qui bénéficie d'un climat qui est pas loin d'être subtropical grâce au courant chaud. Et en fait, la reproduction de cette plante se fait via des propagules, c'est-à-dire des petits embryons de plantes, qui vont flotter uniquement sur des courants marins, et ensuite à marée haute ou à marée basse vont s'échouer et éventuellement pousser si les conditions sont favorables. Donc ça, c'est un argument pour dire qu'on avait des courants chauds quelque part en Arctique. Et on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas finalement une influence des courants tropicaux qui fait que la localité qu'on a regardée était un peu plus chaude? Et cette question, on peut y répondre par non, puisqu'on a retrouvé maintenant Avicennia sur le forage IODP 302 qui était au centre de l'Arctique, et sur le nord-ouest canadien, on retrouve également des grains d'Avicennia sur des successions continentales, qui nous indique que finalement Avicennia était sur tout le pourtour arctique à cette époque, et que s'il y avait des courants chauds, ces courants chauds devaient faire tout le tour de l'Arctique nécessairement via le mode de production actuel. Donc on peut proposer encore une fois une image un peu spectaculaire, mais qui finalement a dû avoir lieu, c'est d'avoir des aurores boréales sur des paysages de mangroves. C'est-à-dire qu'actuellement c'est quasiment impossible, sauf si on a des aurores boréales qui vont se balader très très bas en latitude. Et là on peut imaginer que ça c'est comme ça, ça a pu se produire de cette façon-là. Donc ça c'est un montage Photoshop un peu malheureux. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces assemblages-là? Parce qu'on peut se dire, bon, c'est un peu de la donnée qualitative, on peut faire un peu du quantitatif. Alors, c'est une méthode de reconstruction qui a été faite par Séverine Fouquet à l'Université de Montpellier. L'idée, elle est basée sur la pondération des abondances de certains pollens dans l'assemblage avec des gammes climatiques actuelles. Pour aller très vite, on imagine qu'il y a une espèce qui a une gamme de 10 degrés à 15 degrés. On va essayer de regarder le pourcentage de cette plante et de faire ainsi de suite sur chacune des plantes pour essayer de trouver les minimums et maximums possibles de température qu'il y avait dans l'environnement. Quand on fait cette méthode, qui a été bien éprouvée sur de l'actuel et sur des périodes récentes, on trouve des températures qui augmentent pendant le PETM, des températures moyennes annuelles ici en vert, des températures du mois le plus froid qui augmentent, des températures du mois le plus chaud qui augmentent. Donc on confirme ce qui finalement a déjà été trouvé partout, c'est-à-dire que le PETM est un événement de réchauffement climatique. Ce n'est pas une grande surprise, c'est à peu près à la même amplitude que ce qu'on voit ailleurs. La surprise, c'est les valeurs absolues obtenues, puisqu'on a effectivement des températures subtropicales de l'ordre de 18 à 20 degrés pendant l'Éocène. Et l'Éocène inférieur, ici, continue à être très chaud, ce qui avait déjà été suggéré par d'autres données. Donc là, ici, on a des données quantitatives qui deviennent intéressantes, d'autant plus qu'on a pu estimer les quantités de précipitations qui sont plus de 1000 mm par an. Alors, je donne souvent ça à mes étudiants comme comparatif. 1000 mm par an, c'est à peu près l'Angleterre. Ça veut dire que c'est assez humide. Mais dans les régions tropicales, effectivement, on va toujours dépasser, sauf dans les régions arides, les 1000 ppm dans les régions subtropicales. Donc voici le schéma précédent dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si on rajoute maintenant nos données, on s'aperçoit qu'on confirme très largement les données déjà existantes, c'est-à-dire que les températures vers les régions polaires, ici, étaient proches de 15 à 20 degrés. Ce qui donne une image ici qui est en fait, là l'échelle est très étendue. Si on met ça sur une échelle actuelle, les températures dans ces régions-là sont plutôt de l'ordre de moins 20 degrés de moyenne annuelle. Donc on serait ici beaucoup plus bas, et le gradient actuel a une cloche qui est beaucoup plus prononcée. On se retrouve donc avec un paradoxe climatique qui est qu'on a un gradient climatique moyen très très faible. On a en gros une vingtaine de degrés entre les régions les plus chaudes et les plus froides. Alors ce qui est extrêmement embêtant pour nos amis modélisateurs, qui essayent de reproduire ça avec les mêmes modèles qui sont utilisés pour produire des projections climatiques pour notre futur ami.
Alors on y arrive quand même, parce qu'un modélisateur, il va tourner des boutons, je suis sûr qu'il y a des modélisateurs ici, vous savez comment on fait. Et en tournant les boutons, on arrive au final à reproduire les données. Donc tout va bien, on est assez rassuré. Le seul problème, c'est que là, ça colle vraiment très très bien, c'est-à-dire que les températures les plus froides, c'est celles à peu près qu'on reconstitue, et les températures les plus chaudes en rouge, c'est celles qui sont reconstituées également. Le problème, c'est les concentrations auxquelles il faut faire tourner le modèle pour réussir à faire ça. Il faut 16 fois les concentrations pré-industrielles pour faire ça, c'est-à-dire plus de 4400 ppm. Tandis que les données géologiques nous indiquent que les concentrations à cette période-là ne devaient pas dépasser les 2000 ppm dans les modèles les plus grands en termes de valeur obtenue. Donc ici, enfin les modèles, ce sont des données avec des calculs et des équations, mais ce sont quand même des données. Il existe même des données un peu plus récentes qui montrent que certains des proxys qui estimaient le plus haut doivent être revus à la baisse et que probablement ça ne devait pas dépasser les 1600 ppm. Si on fait tourner à 1600 ppm la plupart des modèles, on obtient ça, c'est-à-dire des températures qui sont proches du point de gel aux hautes latitudes, et puis un équateur qui est chaud comme actuellement ou un peu plus chaud. Donc ça, c'est un grand paradoxe climatique qui fait tourner les méninges des paléoclimatologues depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire qu'on ne sait pas expliquer la discordance entre ces données et les modèles. Alors, les uns vous diront, c'est plutôt de ce parti-là, que ce sont les modèles qui ne sont pas bons, les autres vous diront que ce sont les données qui ne sont pas bons. Il y a probablement un juste milieu, mais très certainement, tout le monde s'accorde à dire que les modèles, ou en tout cas certains modèles, peuvent être testés grâce à ces données. C'est surtout ça le message qui est important, c'est-à-dire que si on commence à avoir des données un peu robustes, qui sont convergentes et indépendantes, on peut essayer, c'est mon espoir, d'essayer de calibrer ces modèles-là, de les tester, de dire celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon. Il y a certains modèles qui arrivent en fait à faire à ces concentrations-là des températures aussi élevées, mais sont assez extrémistes en termes de paramètres de modélisation. Alors j'essaie de vous changer de monde totalement, puisqu'on va passer maintenant au Jurassique. Alors le problème du Jurassique, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire du tout le même exercice que maintenant, puisque à l'Éocène, on est dans un monde dans lequel on est déjà dominé par les angiospermes, donc on peut faire des reconstitutions climatiques à partir des données politiques. Ici, le paysage jurassique devait ressembler un peu à ça, c'est-à-dire dominé par des conifères, des gymnospermes, et pas d'angiospermes, en tout cas jusqu'à temps qu'on les découvre. Et ce qui va limiter, on va le voir pour nos reconstitutions, ce qu'on peut faire à haute latitude, mais on pourra quand même faire des choses. Alors cet événement, il est basé essentiellement, ce deuxième événement s'appelle le TOAE, c'est pour Toarcian Oceanic Anoxic Event, c'est-à-dire l'événement océanique anoxique du Toarcien inférieur. Le Toarcien se situe il y a environ 182, 183 millions d'années. Et ce que l'on en sait, c'est principalement issu, pour des raisons historiques, de données européennes. C'est-à-dire que les géologues se sont surtout baladés dans ce coin-là. Ils ont observé ça, c'est-à-dire des coupes dans lesquelles on a, en France, ça s'appelle des schistes-cartons. C'est assez connu parce que ça a des propriétés lithologiques, géologiques qui sont très mauvaises pour ceux qui construisent l'autoroute. Ça a tendance à glisser tout le temps. Donc si vous baladez sur une autoroute, vous voyez des escaliers, que vous n'êtes pas loin du Jurassique, vous êtes à coup sûr dans du Toarcien. C'est-à-dire que ces argiles ont tendance à gonfler, en fait, et à glisser. Alors pourquoi? Parce qu'elles contiennent en réalité énormément de matière organique, et cette matière organique a tendance à être labile, à s'oxyder assez facilement au contact de l'air. Ce qui a motivé l'idée que, vu qu'on avait des black shales, c'est-à-dire ces sédiments argileux, riches en matière organique un peu partout sur Terre, que les océans, à cette période-là, avaient subi une phase d'anoxie, ou au moins de moins bonne ventilation. Et ça, on peut l'analyser un peu plus en détail. Alors c'est le deuxième événement qui probablement fait le plus couler d'encre pour les paléoclimatologues actuellement, parce qu'il a beaucoup de similitudes avec l'événement précédent. Alors si on regarde les isotopes du carbone ici, une courbe qui a été faite principalement sur des coquilles de brachiopodes en Europe par notre équipe, parce qu'on est un peu chauvin, on va essayer de montrer nos données. On s'aperçoit que, alors on a une grande excursion positive, on part d'une excursion ici des valeurs plus fortes, qui est interrompue par une excursion négative, qui lui fait ressembler pas mal à ce qu'on a vu au PETM juste avant. Et si on regarde les isotopes de l'oxygène, donc inversement proportionnels à la température, on va observer des valeurs les plus faibles, donc les températures plus élevées, au moment de cette excursion isotopique. Donc encore une fois, ça a motivé les gens à penser que une injection massive de carbone isotopiquement léger a produit un réchauffement important et global, qui lui-même a induit une catastrophe planétaire, pour aller très vite, où on a plus de ruissellement continental, plus de nutriments, et de la sorte plus de productivité, donc au final de la consommation accrue d'oxygène par la dégradation de cette matière organique qui arrive en masse. Je sais pas si tu peux être un peu vite, mais voilà. Pour aller vite, c'est ça. Et effectivement, on voit que la chronologie des dépôts riches en matière organique en Europe, ça coïncide très bien avec ce scénario, puisque les black shales apparaissent massivement de façon assez étendue régionalement au moment où on a le réchauffement et cette excursion.
Le problème qu'on avait il y a jusqu'à assez récemment, c'est qu'on avait très peu de données, diapo avant, pour les hautes latitudes, en tout cas pas de données géochimiques. On avait des rapports en russe, des auteurs russes, qui c'est classique pour les collègues russes, et qui sont, si vous ne parlez pas russe, très difficilement interprétables. Et donc j'ai eu la chance de collaborer avec des collègues qui nous ont envoyé des échantillons d'une région qui n'est pas très très loin de celle qu'on a regardée juste avant, puisque ici, on est dans la région, là on était sur les îles de Nouvelle-Sibérie, ici on va regarder des régions qui sont vraiment juste à côté, et qui sont encore du Grand Nord, russe. Et en 2011, on a pu mettre en évidence que les dépôts qu'on a vus juste avant, ici, les Black Shale, étaient présents dans cette région, enregistraient également une excursion négative des isotopes de carbone, et qui est tout à fait comparable à celle qui est enregistrée en Europe. Donc c'était la confirmation d'une hypothèse qui finalement était déjà plutôt bien confirmée, donc c'était pas non plus très spectaculaire, mais c'était intéressant à trouver. Et puis on s'aperçoit ici, première chose à noter, que les dépôts de Black Shale ne sont pas juste pendant cette excursion isotopique, mais sont encore présents après, ce qui signifie que l'accident isotopique n'est pas le seul responsable, en tout cas la cause de cet accident n'est pas le seul responsable du dépôt des Black Shale. Et puis ça, ce sont des travaux qui ne sont pas publiés, qui sont en cours avec mon collègue Bas van de Schoetpreur de l'université d'Utrecht, aux Pays-Bas. Donc on a pu analyser ici les pourcentages de pollen, les pourcentages de spores. Alors ça ne vous indique pas bien grand-chose, ça vous indique juste la proportion de spores par rapport, et de pollen par rapport à tout ce qui est marin. Donc ça vous donne une influence, ici on va dire que c'est plutôt influencé fluviatile, et puis là plus influencé marin, tout étant entièrement marin. Donc ça confirme les données lithologiques, on a des sables ou des siltites qui passent ensuite à des argilites. Donc en gros, on a une hausse du niveau marin à ce moment-là qui avait déjà été observée un peu partout sur Terre, donc rien de très spectaculaire. Ce qui est beaucoup plus intéressant ici, c'est l'augmentation d'Araucaria cites, qui est un pollen issu des araucarias, en gros, pour faire simple. Et vous voyez qu'on a une augmentation qui coïncide exactement, ou presque exactement, avec l'excursion isotopique, qui nous indique que le climat s'est réchauffé de façon spectaculaire, puisqu'Araucaria, à cette époque-là, est plutôt confiné à des basses latitudes. Associés à ces grains de pollen, on trouve également des pollens de différents arbres qui ne vont pas forcément vous parler. Peut-être celui qui vous parle mieux, c'est les cycades, les cycadales actuellement. C'est des plantes d'ornementation tropicale, qui actuellement ne sont restreintes uniquement aux tropiques, voire même plutôt aux régions équatoriales. Donc encore une fois, ça nous indique un climat, si on fait l'analogie pour l'écologie de ces plantes avec l'actuel, d'un climat qui est tropical ou subtropical au pôle. Alors si je résume un peu nos données, parce que je vais essayer de passer assez vite sur cet aspect-là, on s'aperçoit qu'à Terre, on a plutôt des conifères avec des forêts, on va dire, plutôt assimilables à l'Arctique actuel, qui passent ensuite à des forêts subtropicales pendant l'événement, et puis ensuite à nouveau des plantes plutôt endémiques qui vont être enregistrées. En milieu marin, on a aussi une observation qui est pertinente, dont je n'ai pas encore vraiment parlé, c'est qu'on observe des boulets isolés. Alors ça, c'est tout à fait comparable à ce qu'on pourrait trouver actuellement comme des dropstones, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est-à-dire des pierres tombées, transportées soit par de la glace, soit par des racines. C'est-à-dire que c'est encore débattu. Quand on trouve au Mésozoïque, dans les périodes qui sont dites chaudes, des grains isolés ou des clastes isolées de cette taille-là, on va dire oui, ça peut être des racines, c'est pas forcément de la glace. En complément, on trouve des glendonites. Alors, les glendonites sont des pseudomorphoses de nikéite. Nikéite, c'est un minéral qui actuellement est stable plutôt dans les températures très basses, c'est-à-dire en dessous de 4 degrés. Ce qui suggère des températures, on va dire, proches du point de gel avant l'événement et des plantes tropicales ensuite à terre. Donc, ça nous suggère encore une fois une amplitude de réchauffement qu'on ne contraint pas quantitativement, mais qui qualitativement est là. Alors si on fait un petit scénario assez rapidement, on peut s'imaginer qu'il y avait peut-être de la glace de mer, pas forcément des glaciers, qui étaient à haute latitude à cette époque-là, peut-être en Antarctique. Alors ça c'est la boîte noire de tout paléoclimatologue qui veut trouver de la glace au Mésozoïque, dont je fais partie, c'est vous dites c'est en Antarctique sous la glace actuelle, comme ça on ne se oublie pas. Ou alors il n'y en avait pas, on ne sait pas, c'est une hypothèse à tester. Puis ensuite, on a ici le dépôt de Black Shale un peu partout, dans les hautes latitudes et les basses latitudes, lors du maximum de réchauffement, probablement parce que les nutriments arrivent en masse des continents avec un lessivage des hautes températures. Et enfin, un refroidissement qui se produit ici, c'est ce que vous avez là dans la zone à bifrons, c'est le propre détail, qui va permettre d'enregistrer des Black Shale seulement régionalement. C'est-à-dire que quand on a encore des températures suffisamment élevées pour qu'il y ait des nutriments, on va avoir dans les bassins les plus proches des continents, des Black Shale, de l'anoxie et probablement des faunes un peu spécialisées. Bon, ça c'était pour aller vite sur le Jurassique parce que j'ai envie de consacrer quand même peut-être 5 à 10 minutes sur le dernier point qui est probablement le plus pertinent pour vous, si vous travaillez un peu sur les volcans, j'imagine. C'est essayer de discuter les causes de ces maxima thermiques et de ces réchauffements.
En 1995, c'est d'utiliser ces isotopes du carbone comme contrainte de ces causes. Alors ici, je vous mets un exemple. On voit qu'en fait, on a des paliers qui sont extrêmement abrupts, stratigraphiquement, qui sont donc interprétés comme temporellement également très rapides. Et ça a motivé l'idée de chercher des sources. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut apporter énormément de carbone isotopiquement léger en quantité importante pour faire un réchauffement, des extinctions de masse, de l'anoxie, etc. Et on a tous ces candidats possibles qu'on peut passer en revue assez rapidement. Le premier candidat qui vient à l'esprit, c'est quand même le volcanisme, parce que à chaque épisode de réchauffement dont j'ai parlé ici, on a une province magmatique de grande ampleur qui se met en place presque exactement au même moment. Et les premiers chercheurs qui ont fait ça ont dit oui, mais regardez, la composition du manteau, elle est à moins 5 pour 1000, c'est la valeur canonique dans le réservoir mantélique. Elle est quasiment similaire au réservoir atmosphérique et au réservoir marin. Ce qui fait que si on veut faire une anomalie isotopique de ici 8 pour 1000, il faudrait des quantités astronomiques pour réussir à faire changer le système. Donc c'est impossible, parce que dans ce cas-là, on aurait un réchauffement qui serait de l'ordre de 30 degrés à l'échelle planétaire, il n'y aurait plus de vie sur Terre, ça ne serait pas possible. Donc ça a motivé à aller chercher d'autres réservoirs. Alors, on s'aperçoit que les autres réservoirs, on peut les chercher dans les charbons, sauf que les charbons, ce n'est pas un réservoir infini, il n'y en a pas des quantités astronomiques. Et par contre, là, il y a un candidat qui est sympa, parce que lui, il est très négatif en termes de composition isotopique, ce qui signifie qu'on est obligé on a besoin d'en injecter dans le système une très faible quantité pour faire changer de manière spectaculaire les isotopes du carbone à l'échelle planétaire. Sauf que ça dépend à qui vous demandez. Parce que, en fait, vous pouvez choisir l'archive à laquelle vous vous intéressez. Si vous êtes partisan d'une source isotopiquement très légère, alors je ne vais pas discuter de la source la plus probable, ce sont les hydrates de méthane qu'on va trouver dans le fond des océans et qui, ici, à l'air libre, peuvent brûler juste au contact d'une flamme. C'est en gros des glaces de méthane qui sont stables dans les océans à faible température. Donc je disais, si vous regardez des archives climatiques, alors ici vous avez le Toarcien, le Jurassique et ici l'Éocène, on s'aperçoit qu'on a des amplitudes qui sont très variables en fonction du matériel que vous regardez. Donc si les gens regardent ici les carbonates en bleu, on va avoir une amplitude qui est généralement de 2 à 3 pour 1000, ce qui en termes isotopiques signifie en bilan de masse qu'il faut en ajouter très peu de matériel pour réussir à faire ce réchauffement. A l'inverse, si vous prenez cette anomalie isotopique qui fait 6 à 8 pour 1000 parfois, il faut rajouter des quantités beaucoup plus grandes de matériel, et ça vous implique nécessairement un réservoir isotopiquement léger pour rester raisonnable. Alors pour répondre à cette question, nous on s'est dit laquelle il faut choisir. On va s'intéresser ici à la matière organique, puisque systématiquement c'est la matière organique qui enregistre les plus grands changements. Et en fait, la matière organique, les palynologues vous le diront, c'est plein de choses, c'est tout ce qui va tomber. Et nous on a essayé de contraindre ça en faisant plusieurs analyses, mais notamment une analyse ici en Roqueval. Le Roqueval, c'est un outil développé par les pétroliers pour estimer de manière très rapide quelle est la qualité d'un réservoir. Et la pyrolyse Roqueval, elle permet de faire une chose sympa, c'est de mesurer la quantité d'hydrocarbures qui est disponible par gramme de carbone organique total. En gros, quelle est la quantité de lipides que vous allez trouver dans votre roche en fonction de ce qu'il y a comme matière organique. Et plus l'indice hydrogène ici, le Hydrogen Index, est élevé, plus vous avez de lipides. En gros, les matières organiques qui sont riches en lipides, on va considérer qu'elles sont plutôt d'origine algaire, bactérienne, donc plutôt marine en milieu marin. Tandis que tous ceux qui ont des indices hydrogènes qui sont très faibles, ici, ce sont plutôt des matières organiques qui sont réfractaires, type lignite, morceaux de bois, qui vont avoir une composition radicalement différente. Donc on a mesuré en parallèle l'indice hydrogène, et ici les isotopes du carbone de la matière organique, et on s'aperçoit que, tant qu'on va jusque-là, c'est un miroir quasiment parfait entre les deux. Ce qui est un peu intriguant, puisque ça peut vouloir dire qu'à chaque fois ici on a des catastrophes planétaires et l'environnement répond de manière identique localement en faisant de l'accumulation d'algues, ou simplement qu'il y a peut-être un contrôle de la matière organique sur l'enregistrement isotopique, ce qui est un peu plus parcimonieux. Alors on voit que ça ne marche plus après. Si on met ça sur une droite de corrélation, on va faire effectivement une droite qui marche à peu près au milieu, puis des points qui s'écartent autour. Et en fait, on peut faire une chose, c'est essayer de regarder ce qui appartient à l'événement lui-même en termes isotopiques, de façon indépendante, c'est-à-dire avec d'autres matériaux. Et on s'aperçoit que systématiquement, tout ce qui n'est pas dans l'événement lui-même va s'aligner presque parfaitement, ici sur ces deux localités, sur une droite de corrélation. Donc ça nous indique qu'il y a probablement un pôle ici, qui est un pôle plutôt algaire, bactérien, qui a une composition isotopiquement plus négative, et un pôle plutôt terrestre, qui est isotopiquement plus lourd. Et que si vous faites un mélange entre les deux, vous allez étirer ou raccourcir les excursions isotopiques. Ce qui signifie qu'on a une exagération de nos enregistrements.
Donc on a essayé de corriger le signal de façon assez simple, en fait, en regardant simplement le résidu, c'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas expliqué ici par les changements de composition isotopique. Et en faisant ça, on obtient des droites corrigées ici, des courbes isotopiques corrigées, qui vous sont présentées en bleu, qui ressemblent beaucoup à celles en rouge. Bien oui, ça ne change rien. En fait, si, ça change quand même des choses, c'est que l'amplitude de l'anomalie en rouge, qui est la matière organique totale, sans qu'on fasse quoi que ce soit comme correction, elle est de 8 pour 1000, tandis qu'ici, on n'a plus que 3 à 4 pour 1000 d'amplitude. Alors, ce qui va nous réconcilier nos enregistrements. Comment on sait qu'on n'a pas fait n'importe quoi? Il existe des enregistrements disponibles pour 2 des localités où on a fait notre correction, qui sont basés sur le phytane, c'est-à-dire un marqueur plutôt chlorophyllien, bactérien, et qui n'est pas produit par les plantes terrestres. Donc ça signifie qu'ici, on est en train de regarder ce qu'on a pensé corriger, et les 2 courbes sont presque parfaitement similaires. Donc ça signifie que globalement, notre correction, elle est efficace, et qu'on enregistre bien ce qui se passe sur la matière organique phytoplanctonique, telle que les algues. Et si maintenant on compare notre enregistrement à ce qui a été montré tout à l'heure, on s'aperçoit que notre courbe corrigée, en fait, elle a quasiment exactement la même allure que la courbe des carbonates, celle qui est l'amplitude la plus réduite. Donc on peut faire un choix en disant, bah, cette courbe-là, je vais un peu moins la choisir, parce que probablement elle inclut plein de choses, plein de changements de source, tandis que celle-là est probablement un peu plus fidèle à l'enregistrement. Alors pour essayer d'être cohérent, je vous montre la même chose qui a été faite de façon indépendante par d'autres collègues en utilisant une méthode similaire mais pas tout à fait identique pour le PETM. Ils obtiennent exactement la même chose, c'est-à-dire que vous avez en gris ici la courbe sur la matière organique totale, toute l'assemblage. Et puis ici en bleu et en orange, 2 courbes qui sont corrigées avec 2 méthodes de correction différentes, qui vous montrent que tout d'un coup, cette anomalie isotopique devient beaucoup plus réduite et donc nécessite moins de changements. Alors où je veux en venir avec tout ça, je vais finir sur un graphique qui n'est pas forcément très facile à comprendre. Je vais essayer de consacrer un tout petit peu de temps pour vous l'expliquer. Donc ici, c'est des simulations de calcul de mélange très très simples, c'est-à-dire on va essayer de mélanger des sources isotopiques avec des quantités de carbone qu'on injecte, et qu'est-ce que ça va faire changer dans le réservoir échangeable total, c'est-à-dire l'atmosphère, l'océan. On s'aperçoit ici que pour faire une anomalie isotopique de 3 pour 1000, il faut injecter, en fonction du type de réservoir, si on a un réservoir plutôt mantélique ou un réservoir des hydrates de méthane, on va devoir injecter des quantités différentes de carbone, avec une échelle logarithmique ici. Donc on s'aperçoit que pour faire une excursion de 3 pour 1000, ici du méthane, on injecte simplement 2000 gigatonnes, l'échelle est en gigatonnes. C'est pas gigantesque, 2000 gigatonnes, c'est à peu près ce qu'on a bientôt fini de relarguer dans l'atmosphère, nous, humains. Dans quelques décennies encore, mais c'est assez proche de nous. Ici, 10 000 ou 20 000 gigatonnes, c'est des quantités qui deviennent vraiment considérables et qui impliquent beaucoup de changements. Donc avant notre approche, on pouvait considérer une anomalie isotopique entre moins 3 et moins 8 pour 1000, ce qui vous laisse tous les candidats possibles. Donc ça ne permet pas de répondre à grand-chose. Et on a l'espoir d'avoir réussi à réduire un petit peu l'incertitude autour de cette anomalie à plus qu'entre moins 3 et moins 4 pour 1000, ce qui vous laisse que ces candidats-là. Alors ce qui nous permet de facto d'exclure un candidat, ce sont les hydrates de méthane, puisque vous voyez que si on en injecte une quantité importante, on ne va plus réussir à faire des anomalies importantes. Et ici on a une contrainte, alors ce sont des contraintes géologiques dont je n'ai pas vraiment le temps de vous expliquer de détail, mais globalement il y a plusieurs points qui suggèrent que vu les changements du carbone, du cycle du carbone qu'on a sur Terre, pas d'un point de vue isotopique, mais notamment des carbonates ou encore des isotopes du calcium, on est obligé d'injecter au minimum plusieurs milliers de gigatonnes de carbone pour réussir à reproduire ce qui se passe dans l'environnement à cette période. Donc ça nous laisse, on va dire, ce rectangle de possibilités, c'est-à-dire une composition qui est comprise entre moins 25 et quelque chose qui est à moins 10. Alors le problème, c'est que dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, des sources de cette composition-là, on n'en a pas. On en a plein, mais qui sont massives, qui sont suffisamment massives pour injecter 20 000 gigatonnes, on n'en a pas. Donc on arrive finalement à un problème qui est qu'on peut avoir un mélange de sources. Et si on a un mélange de sources, tout l'exercice de calcul de trouver le responsable ne marche plus, puisque vous pouvez ajuster tant que vous voulez les 2 paramètres. Il y a quand même des arguments qui permettent de dire que le volcanisme est un candidat qui ne doit pas être exclu de facto. Alors le premier argument, c'est qu'ici on a des datations récentes qui sont uranium-plomb, qui ont été faites sur les basaltes du Karoo et la province du Ferrar, qui sont contemporains de l'événement du Toarcien, et qui montrent une gamme extrêmement étroite d'âge des coulées basaltiques qui sont compris ici environ dans une enveloppe de 500 000 à peu près. Et si on essaie de placer la chronologie d'excursion isotopique en fonction des modèles d'âge qu'on va avoir,
on s'aperçoit que ça coïncide soit avec le début, soit avec le milieu de ces excursions isotopiques. Donc en tout cas, en termes de chronologie, ça marche bien. Mais en termes de composition isotopique, on a le droit de se poser des questions. Et là, on a des choses que vous connaissez probablement mieux que moi, par exemple un papier qui a été publié par Sobolev et collaborateurs dans Nature en 2011, qui suggère que les grandes provinces magmatiques du Karlsruhe, mais également ici de Sibérie, peuvent avoir été générées par des plumes mantéliques, parce que les premiers sujets, des panaches mantéliques, pardon, en français, dont l'origine ne serait pas tout à fait classique, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer qu'il y a un mélange de sources avec de la plaque océanique subductée qui entre en composition partielle dans ce panache mantélique. Alors vous, ça vous intéresse plus que moi, mais ce qui est intéressant ici, c'est en termes de composition isotopique, puisque si vous injectez un tout petit peu de ce carbone subducté qui est organique dans votre réservoir, on peut avoir des compositions isotopiques qui pourraient être de l'ordre, c'est ce que je suggérais dans ce papier, de moins 10 à moins 15 pour 1000. Donc ça irait bien, hein, ça serait le bon candidat. On a essayé de contraindre ça de manière assez rapide avec des inclusions fluides, ça c'est quand j'étais en thèse, j'ai jamais vraiment réussi à poursuivre ça faute de temps. C'est de regarder ce qu'il y a comme carbone résiduel dans nos basaltes, et on s'aperçoit qu'effectivement, dans des basaltes ici qui sont du Karoo, on a des compositions qui ne sont absolument pas les valeurs canoniques du manteau. Le problème, c'est qu'on peut expliquer ça par un dégazage, et donc un modèle de diffraction de Rayleigh, où le carbone résiduel correspond à ce qui a été, de manière primaire, à une composition de moins 5 pour 1000. Donc j'ai pas la réponse, il y a encore plein d'autres processus qui sont probablement plus de votre acabit, donc c'est pour ça aussi que j'aimerais pouvoir discuter avec vous si vous êtes intéressé, de comment on peut générer du carbone isotopiquement léger avec du volcanisme. D'autant plus que je pense que c'est vraiment une piste qui est pertinente à poursuivre, puisque les deux exemples que je vous ai montrés là sont deux exemples parmi tant d'autres. Vous avez l'excursion qui est celle de l'extinction du Guadeloupéen. On a le volcanisme ici qui est in situ sur la même coupe où on a fait les isotopes du carbone. Enfin, c'est pas moi qui le fais. On voit que en fait, le volcanisme correspond exactement au moment où on a un gros changement isotopique. C'est le cas pour l'excursion la plus connue de la fin du Permien. C'est le cas également pour l'excursion de la fin du Trias, celle du Toarcien dont je vous ai parlé, celle de la limite KT, même si on peut en discuter, et enfin pour celle du PET. Et si on regarde, à chaque fois, ici, sur ces excursions isotopiques, on a des grandes provinces magmatiques continentales qui se mettent en place, qui sont de taille considérable, exactement au même moment. Donc soit on invoque un scénario compliqué où on a le volcanisme qui va générer la déstabilisation des hydrates de méthane, etc., etc. Soit on peut peut-être réfléchir et se dire que le carbone du manteau, pour ces panaches mantéliques, peut être différent de ce qu'on enregistre actuellement pour les volcans d'Hawaï, etc. Si je résume un peu, on peut affirmer, donc c'est ma conclusion, vous allez pouvoir souffler. On a vraiment un climat et un paysage de nature tropicale à subtropicale au pôle pendant au moins 2 événements. Et ça, c'est un challenge pour revenir à ma diapo un petit peu populiste du début sur le changement climatique. C'est difficile à simuler avec nos modèles qui sont censés prédire notre avenir. Donc ça signifie que ces modèles doivent être testés le plus possible avec des données anciennes et pas seulement sur des données quaternaires qui sont limitées en termes de CO2. Les excursions isotopiques du carbone ici sont très exagérées donc, sur la matière organique, donc il faut faire très attention à ce qu'on met dans le spectromètre de masse. Le message que j'avais dit une fois dans une conférence, c'est que les géochimistes sédimentaires, si ça existe comme terme, ont tendance à souvent mettre ça dans la bécane et puis à sortir des kilos de données, c'est surtout nos collègues anglo-saxons qui font ça, mais sans forcément savoir ce qu'on met dedans. Et nous, notre argument avec les collègues, c'est de dire qu'il faut faire un petit peu plus attention à ce qu'on met dans le spectromètre de masse. Et puis, la question provocante que je sortirai à la fin, c'est de dire, moi j'aurais la conviction qu'on pourrait peut-être essayer de proposer un réservoir volcanique de manière plus systématique pour ces excursions isotopiques, et ça nous simplifierait peut-être la tâche pour plein de choses. Je vous remercie, je vous souhaite de me poser des bonnes questions. Merci. Une petite image pour finir, c'est l'île sur laquelle on a échantillonné ici Anjou Island, qui vous montre l'amplitude du paysage polaire actuel dans les îles de Nouvelle-Sibérie. C'est pas très excitant, hein, c'est une toundra avec de la glace. Voilà. Merci Guillaume. Je tenais d'abord à dire que j'étais assez d'accord sur tes conclusions sur les gens qui font des modèles numériques. Mais après, de leur demander de mettre des mangroves en Arctique, le jour où on en montrera, je te croirai pour des vrais. Mais du coup, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est plutôt de dire que tu nous as montré les paysages qu'on pouvait imaginer au pôle et à quoi on pourrait s'attendre du coup à l'équateur ou dans des régions. Alors, c'est ce qui a été résumé sous le terme de paradoxe des cool tropics.
C'est que normalement, on devrait s'attendre à ce qu'effectivement l'équateur ou les tropiques deviennent super chauds. Eh bien non. Les données et les modèles, là pour le coup, elles sont d'accord, suggèrent qu'on peut réussir à faire des pôles très chauds sans avoir un équateur surchauffé. Donc les températures augmentent un peu, c'est-à-dire que les eaux deviendraient à 35 degrés au lieu de 32 maximum actuellement l'été dans les régions les plus chaudes, mais sans que ça dépasse ces températures-là. Et j'ai une autre question, et après j'arrête. Est-ce que tu es plutôt du coup climato-sceptique ou plutôt... Non, pas du tout. Après, après il y a une conviction qui sort. Ces projections, elles sont en fait probablement trop optimistes. Enfin, c'est mon opinion, hein, c'est pas forcément quelque chose d'ancré comme ça dans le marbre. Optimiste pour l'homme ou pour Total? Elles sont probablement trop optimistes pour Total, oui. Non, probablement, enfin... Après, c'est assez débattu, c'est-à-dire qu'il y a quand même... J'ai un petit peu menti pour grossir le trait. C'est qu'il y a quand même quelques modèles qui arrivent à faire on va dire des mangroves arctiques, c'est pas vraiment ça, mais ils arrivent à faire des températures très très chaudes au pôle, avec des modèles qui sont raisonnables. Le problème, c'est que, alors il y a deux types d'études. Il y en a une qui a tourné tous les boutons. Ils ont dit, il y a plein de paramètres qu'on ne connaît pas dans les modèles. Par exemple, la diffusivité de l'atmosphère dans les régions polaires. Des paramètres comme ça, où on prenait de valeurs seuil, moyenne, et puis on avait une possibilité de gamme. Ils ont tourné tous ces boutons un par un, puis ils ont regardé si ça marchait à un moment. Et il y a effectivement, dans 2 simulations sur 17, ce qui est quand même pas tant que ça, qui arrivent à faire à des pressions partielles en CO2 raisonnables, des climats très chauds au pôle et pas surchaud à l'équateur. Il y a un autre modèle qui explique que en fait c'est parce que on regarde notre atmosphère actuelle qui est ultra polluée par des composés soufrés, des émissions actuelles, qui fait que ces paramètres-là ne sont pas valables dans le passé, et dire que du coup les paramètres de nucléation des nuages changent et que du coup la paramétrisation totale du climat change à cause de ça. Et en faisant ça, ils arrivent aussi à retrouver des températures qui sont assez chaudes. Donc il y a en fait toute une gamme de choses à explorer dans les modèles. Mon message à moi, c'est pas de dire que les modèles ils sont faux, c'est qu'ils peuvent être améliorés grâce aux données, et en fait c'est le message des modélisateurs également. C'est ce qu'ils disent, c'est il nous faut des contraintes de plus en plus dans des régions un peu isolées comme ça pour réussir à faire tourner le modèle de façon plus réaliste. Et du coup, entre 2011, la mission, et la publication 2017, c'est dû parce que ça rentrait pas trop dans les modèles existants, la durée, ou c'est dû vraiment au champ multidisciplinaire de Il y a un peu de tout. l'étude? Il y a le fait qu'à la base, c'était des données Alors déjà, les échantillons, il y a un an arrivés. Donc on a pu les étudier que fin 2012, ça laisse déjà pas mal de temps. Ça, c'est classique avec la Russie, c'est-à-dire qu'il faut trouver des moyens détournés pour réussir à ramener les échantillons. Ensuite, l'étude a pris du temps, parce qu'il n'y avait pas forcément les financements pour faire les études palynologiques qui étaient très longues à faire, c'est-à-dire que, vous disais tout à l'heure, sans échantillon sans grains par échantillon, c'est très très chronophage. Et donc ça a pris énormément de temps. Puis après, on a voulu être un peu, on avait les yeux plus gros que le ventre, on a voulu vendre ça à Nature, à Science, à PNAS, puis ils n'en voulaient pas, ils ont dit on connaît déjà tout ça. Et donc ça a pris une petite année et demie encore supplémentaire avant de réussir à publier ça. Pierre? Tu parles d'une excursion de 3 à 4 pour 1000. Ouais. Tu dis que c'est sûrement la source qui va changer, une source de carbone qui change. Ouais. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer que l'enregistrement qu'on a est biaisé par rapport à ce qu'on connaît, et donc cette excursion, on n'a pas besoin de changer la source autant, c'est la façon dont on enregistre qui est différente. En fait, je t'ai mal exprimé, c'était ça que j'ai voulu dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la façon dont on l'enregistre qui est différente. En gros, si je reviens juste sur un enregistrement quelconque, on peut en prendre n'importe lequel, c'est que ici, cet enregistrement vous montre une excursion qui est de l'ordre de 8 pour 1000. Donc soit on dit c'est une image fidèle de ce qui s'est passé dans l'atmosphère et dans l'océan, soit on dit il y a une déformation qui est liée en fait simplement au fait que ce qu'on regarde comme matériel a changé. Pas changé au cours du temps, mais ce qui est enregistré. C'est-à-dire qu'il y avait du bois à l'époque, il y avait de la matière organique algaire, mais dans des conditions normales, ici, toute cette matière organique algaire, elle fiche le camp. Et seulement quand on est en conditions anoxiques, on préserve ici de la matière organique algaire. Donc en gros, ici, on n'a que du bois qui enregistre les compositions isotopiques, ici, on n'a quasiment que des algues. Donc entre les deux, on a déjà une différence de 4 pour 1000 qui nous permet d'enlever 4 pour 1000 à cette anomalie isotopique. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. Donc clairement, là, c'est l'enregistrement qui induit un biais. Il n'y a pas eu un changement à l'époque, c'est juste l'enregistrement qui a changé. Et ta signature bactérienne potentiellement dans le sédiment? Il y a des champs, alors ça c'est un grand débat de la palynologie ou même du pétrole, c'est on ne sait pas ce qui forme l'essentiel de la matière organique. Je dis que c'est algaire,
C'est un très gros résumé. En fait, on a principalement dans les black sheds de la matière organique qu'on dit amorphe, pour la bonne et simple raison qu'elle est amorphe, donc on ne sait pas ce que c'est. Il y a une grosse partie de la communauté qui pense que ce sont des algues qui ont fait qui sont très dégradées, qui font des polymères géants. C'est une très bonne roche-mère, donc ça fait du bon pétrole, c'est ça qu'on met dans les voitures en gros. Mais en termes de composition géochimique, c'est un polymère, donc c'est simplement pas possible de retrouver la source. Et ça correspond dans ces black sheds bien souvent à 90% de ce qui est de surface de matière organique. Donc il y a aussi une école qui dit que c'est quasiment entièrement bactérien. Et il y a des chances que ce soit des algues et des bactéries, et des tapis bactériens. Après, de dire quelle est la proportion de bactéries et d'algues là-dedans, personne n'est fichu de le dire, ça, c'est certain. Au niveau de la composition isotopique de ton carbone, au moment du Toarcien, tu excluais la possibilité que ce soit d'origine volcanique, basée sur cette composition-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui émettent l'hypothèse que finalement, la quantité de carbone, c'est pas directement volcanique, mais c'est issu de la cuisson de calcaire. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux pas faire recoller cette hypothèse-là? Alors, ça j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a même un deuxième scénario, c'est que en fait, il y a eu la cuisson de charbon ancien, puisque les provinces volcaniques du Karoo et celles de Sibérie et même celles de la Campe, de l'Atlantique, contiennent énormément de charbon qui sont intrudés par des sites et des dikes. Et l'idée, c'est que les sites sont venus cuire entièrement ces bancs de charbon et que ça a dégazé énormément de méthane et produit beaucoup plus de CO2 et éventuellement de méthane. Le problème du calcaire, c'est pas impossible. Le problème, c'est que la composition du calcaire, elle est au contraire très positive. Donc en fait, ça devrait faire zéro effet, voire l'effet inverse en termes isotopiques. Donc ça va pas vraiment dans le bon sens pour le coup. L'avantage du méthane qui serait issu des charbons, c'est qu'effectivement, il va plutôt dans le bon sens. Alors il y a un avantage et un inconvénient de cette explication. L'avantage, c'est qu'on a des preuves géologiques de ça. En fait, il y a des grosses cheminées, ils appellent ça des Boccia Pipe, les collègues de Oslo qui ont fait ça. C'est qu'on voit des cheminées qui sont des brèches d'échappement de gaz qui montrent que ça a explosé comme ça. Et on en a partout dans le Karoo. Donc ça, c'est clair. Il y a un argument qui dit, géologique, vrai, il y a des preuves, ça a pété de partout. Donc là, on sait qu'il y a du gaz qui est sorti. Après, c'est la quantité de gaz qui est émise. Il y en a qui vont vous dire que ça explique tout, et d'autres qui vont vous dire, oui, mais regardez, si on regarde les charbons eux-mêmes, ils n'ont pas changé de composition isotopique, et il n'y a quasiment rien qui est parti comme matériel. Donc peut-être que ça ne marche pas autant que ce que ça voudrait. Mais au moins pour le Permien, il y a des arguments aussi qui sont un peu contradictoires. Il y a des suies aussi, qui ont été trouvés du côté canadien qui viendraient de la Sibérie. Le problème, c'est que ça peut venir de feux de forêt ou de l'intrusion dans des charbons. Donc tout ça reste encore extrêmement débattu. Bon, après, ça fait des jolis papiers, tout ça. On ne sait pas encore exactement quelle est la source. Mais effectivement, c'est un bon moyen qui a été trouvé pour essayer de réconcilier un petit peu le volcanisme avec les isotopes. Reste à prouver si c'est vrai. En fait, nous, on a regardé aussi des dikes et des seals dans notre échantillonnage sur les inclusions, qui ne sont pas beaucoup plus négatifs que les autres, même voire moins. Donc ça aurait plutôt tendance à suggérer qu'il n'y a pas eu de méthane ou de gaz isotopiquement léger qui a été inclus là-dedans. Mais il faudra refaire des années, évidemment. Non, juste pour peut-être c'est votre modèle de la mélange de la isotope de carbone. Donc l'observation, c'est plusieurs bassins de la formation quelque part dans le monde, mais c'est directement appliqué pour la circulation de la Terre, c'est ça? Ouais. Donc c'est-à-dire c'est la diffusion de carbone dans la Terre, c'est très rapide, donc la Terre homogène tout de suite. Ouais, dans mon calcul de mélange tout à l'heure, c'était immédiat. Okay. Ce qui est globalement totalement faux, hein, d'accord. Je sais pas. Mais il y a des modèles qui font ça avec des belles courbes des gaussiennes, avec tout ce qu'on veut. En fait, c'est juste en première approche de travail, ça permet de faire quasiment exactement le même résultat. Sauf que, alors c'était un des arguments qui faisait dire aux gens que le volcanisme n'était pas possible, c'était le temps de diffusion en fait dans l'atmosphère. Parce que on considérait que si le volcanisme n'est pas ultra explosif et ultra violent, ça ne devait pas pouvoir aller assez vite pour faire changer la composition, parce qu'il y a autant qui est amené qui est enfoui. Donc le modèle immédiat, il est valable pour un instant T vraiment très rapide. En fait, vu les données géologiques qu'on a, les excursions isotopiques, elles sont assez soudaines, on pense que c'est moins de 10 000 ans. Donc en termes de modélisation, si on considère que c'est presque instantané, c'est pas une approximation si mauvaise que ça.
Mais mettre un volcanisme qui met 40 000 gigatonnes de carbone dans l'atmosphère en 10 000 ans, c'est compliqué. Dans le cas de la transition crétacé-tertiaire, ces excursions s'expliquent mieux avec un astéroïde ou avec des éruptions volcaniques? Ça dépend à qui on demande. Si vous demandez aux partisans du volcanisme, ils vont dire bah, le volcanisme pourrait avoir fait ça. Il y a une théorie qui n'a pas été vraiment très publicitée, c'est celle qu'en fait le bassin du Nouveau-Mexique, le golfe du Mexique était rempli d'hydrates de méthane. Et qu'en fait l'astéroïde est venu faire crever tous ces hydrates et que ça a libéré énormément de carbone isotopique moyen. Pourquoi pas? C'est possible. Après je ne saurais pas choisir entre les deux, juste c'est encore une fois, c'est des choses que je ne suis pas du tout le premier à dire, hein. C'est quand on regarde ce type de graphique, il y a quand même une corrélation entre ces excursions isotopiques et le volcanisme et qui est suffisamment flagrante pour dire qu'on n'est pas obligé de faire une exception pour la limite kT. C'est ce que disent les gens qui préfèrent le volcanisme pour le kT. Alors juste par curiosité, tu nous as parlé de toute la flore que tu retrouves, notamment avec le pollen. Ouais. Et est-ce que tu retrouves des espèces animales, je pense notamment dans l'ambre? Alors, malheureusement non, j'ai envoyé ça à un collègue à Montpellier qui est spécialiste de ça. Il m'a dit que c'était des magnifiques gouttelettes de résine qui étaient superbes, mais que dedans il ne trouvait pas du tout d'individus, il n'y avait rien du tout. Il m'a dit qu'il faudrait y retourner pour échantillonner. C'est trop petit, ouais. En fait, il fera des échantillons un peu plus gros, je pense. Et en termes de fossiles, alors je ne vous ai pas forcément expliqué tout à l'heure, mais l'ours a interrompu seulement 2 heures de campagne. C'est-à-dire qu'on a fait tout ça juste avec 2 heures de terrain, à peu près. Sachant qu'on était 20 géologues sur site, avec quasiment que des tectoniciens qui s'en fichaient totalement de son état de regarder, à part mesurer des joints de faille. Donc nous, avec mon collègue, on a essayé de motiver en disant on reste une petite heure de plus, et on a réussi à obtenir cette heure que l'ours a finalement un peu gâché. Mais c'était un peu ça, cette campagne, c'est perpétuellement se battre pour passer plus que 2 heures sur le terrain. Les collègues qui sont sédimentologues peuvent comprendre que 2 heures, c'est pas assez pour un affleurement, même de 30 mètres d'épaisseur. Et probablement, il y a des restes de crocodiles, en fait, qu'on devrait pouvoir faire l'hypothèse que si quelqu'un est capable d'y retourner un jour, il va trouver des crocodiles, des tortues, des insectes, ça serait presque certain, en fait, puisqu'on en trouve de l'autre côté. Est-ce qu'on a toujours, on peut toujours dire, cette espèce vit dans telle latitude et c'est telle température, donc En fait, avant c'était forcément pareil? C'est ce que suggèrent effectivement les modélisateurs en disant il peut y avoir des changements écologiques d'affinité des espèces, qui est parfaitement compréhensible. Alors un des premiers arguments dans ce débat-là, c'est de dire oui, mais c'est bizarre que toutes les espèces se retrouvent dans un même changement écologique. Sauf que là, il y a une contre-attaque des modélisateurs à juste titre, hein, c'est de dire oui, mais le CO2 dans l'atmosphère peut faire changer des sensibilités à des espèces aux gammes de température. Et en fait, c'est le cas, par exemple, pour le maïs, il y a plein d'espèces qui actuellement, si on les change de composition de CO2, elles changent d'exigence thermique. C'est-à-dire qu'elles sont capables de pousser beaucoup plus bas en température s'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Ça, c'est très gênant pour nous. Le problème, c'est que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que dans des hautes concentrations de CO2, il y a certaines espèces qui deviennent moins tolérantes au froid, d'autres qui deviennent plus tolérantes au froid. Et notamment Taxodium, hein, l'espèce qu'on retrouve la plus abondamment préservée ici, qui est un rôle cyprès, qui pousse dans les marécages, lui, il a plutôt tendance à être moins tolérant au froid quand il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, en gros, c'est plutôt la convergence des arguments qui va faire qu'on va considérer que s'il y a des changements d'écologie, ils ne sont pas très très importants. La kaolinite, par exemple, c'est pas du tout influencé par l'écologie. Ça n'a aucun rapport et ça donne à peu près les mêmes estimations de température et de précipitation. Donc là, on est assez serein, plus que la géochimie isotopique et la géochimie organique. Ça fait plein d'arguments qui convergent tous tellement les uns vers les autres que finalement, les biais écologiques existent certainement, mais ils ne sont probablement pas importants. Pas suffisamment importants pour que tout soit quoi. D'autres questions? Libéré, remercier Guillaume.